Mesdames et messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus ici même au Collège des Bernardins pour votre rendez-vous hebdomadaire. Vous le savez, vous êtes toujours les bienvenus. Alors aujourd'hui, c'est le dernier mardi du mois, c'est-à-dire que c'est un jour qui est consacré à la politique, puisque tout au long de l'année, tous les derniers mardis du mois, nous allons tâcher d'avancer sur un certain nombre d'items propres à cette prochaine échéance électorale. Souvenez-vous, nous avons déjà traité de la crise de la dette, puis de morale en politique. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de nous intéresser aux questions clés pour les chrétiens dans le cadre de la prochaine présidentielle. Quels sont les thèmes, au fond, qui mobilisent cet électorat en particulier? Nous le ferons avec 4 invités que je vous présente tout de suite et que je remercie par avance de leur présence avec nous, à commencer par Annick Le Petit. Annick Le Petit, vous êtes députée PS de la 17e circonscription de Paris. Vous êtes également adjointe au maire de Paris. Et vos mandats sont particulièrement importants puisque vous êtes chargé des déplacements, des transports et de l'espace public. Grand sujet pour Paris. À vos côtés, Mathieu Rouget, le père Mathieu Rouget. Bonsoir, vous êtes curé de la basilique Sainte-Clotilde à Paris, dans le 7e arrondissement, mais aussi directeur du service pastoral d'études politiques et conseiller spirituel de l'association Chrétiens élus publics. Je crois que les intitulés disent très bien ce dont il est question. À mes côtés également, Catherine Vautrin. Bonsoir madame, vous êtes vice-présidente UMP de l'Assemblée nationale, députée de la 2e circonscription de la Marne. Et vous avez occupé plusieurs portefeuilles ministériels que je vais citer parce qu'ils disent aussi vos centres d'intérêt particuliers, l'intégration, les personnes âgées et la cohésion sociale. À vos côtés, Christophe Dabi. Frédéric Dabi, c'est très mauvais. Frédéric Dabi, vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. Alors, il y a un sondage qui nous intéresse en particulier et qu'on va largement évoquer ce soir, puisqu'il s'intitule « Qu'attendent les catholiques de l'élection présidentielle ?» C'est un sondage que vous avez réalisé pour le compte de la Fondation de services politiques. Donc on évoquera tout à l'heure les réponses de ce sondage. Et puis nous avons tous lu, je ne vais pas vérifier, mais je pense que c'est le cas, le texte des évêques de France, en tout cas qui nous aidera à avancer sur cette thématique. Enfin et surtout, nous accueillons, comme chaque dernier vendredi du mois, le magazine La Vie en la personne de sa responsable du service politique. Je veux parler d'Olivia El-Kaïm pour une chronique sur ce sujet. Bonsoir. Bonsoir. Donc, en fait, je souhaite revenir dans cette chronique sur l'événement important que vous mentionniez, la lettre que les évêques ont publiée à propos de l'élection présidentielle. C'était le 3 octobre dernier. Je fais remarquer avant toute chose que la prise de parole de l'épiscopat est intervenue à un moment clé, en pleine crise économique, très tôt dans la campagne, pour permettre aux électeurs chrétiens de se poser les bonnes questions et suffisamment loin des échéances pour ne pas être taxés d'interventionnisme. Tout va toujours plus vite. La société se transforme à vitesse grand V. La crise est aussi bien financière que morale. Il peut donc être compliqué pour les électeurs de se décider au moment du vote. Certains chrétiens peuvent légitimement se sentir un peu perdus, voire rétrogrades, dans une ambiance médiatico-politique globalement favorable aux évolutions de société. Le document présenté par les évêques donne le ton. Il est intitulé « Un vote pour quelle société ?» et livre des éléments de discernement sur des points sensibles comme la vie naissante, la famille, la fin de vie. Il reprend les positions du magistère contre la marchandisation de l'embryon et le dépistage prénatal systématique, encourage les unions durables pour la famille, préconise de développer les soins palliatifs plutôt que l'euthanasie. Ce document insiste aussi sur l'accueil en matière d'immigration, l'accès à l'emploi, l'Europe. Alors Olivia, est-ce que vous pensez que les catholiques, effectivement, dans leur vote, se déterminent en fonction de ces sujets ? On peut se poser la question, et vous mentionniez également tout à l'heure ce sondage réalisé par Frédéric Dabi, qui était très, très intéressant et qui a été publié par La Croix. Il révèle que les catholiques ont les mêmes priorités politiques que l'ensemble des Français. Vous nous en direz peut-être plus, Frédéric Dabi, tout à l'heure, mais ces priorités sont l'emploi, la sécurité, le pouvoir d'achat, la politique sociale, la réduction de la dette, pas les questions de société. On constate dans ce sondage toutefois que les catholiques ont des attentes particulières, comme la liberté du choix de l'école, l'Europe, la fin de vie, l'aide aux pays du Sud, la famille et la bioéthique. Ces derniers points, vous le remarquerez, rejoignent la lettre des évêques que j'ai mentionnée au début de ma chronique. Alors, est-ce que ces thèmes qualifient plutôt un vote à droite, à gauche ? Enfin, est-ce que sur le plan partisan, vous pouvez nous éclairer ? C'est une question compliquée. D'ailleurs, les évêques gardent leur distance avec tous les partis et invitent les électeurs à voter en conscience, ce qui est loin d'être facile. Pour caricaturer,
Ceux qui votent à droite ne seront pas bousculés sur les questions de mœurs, mais ne seront pas satisfaits sur l'exigence de justice sociale. Ceux qui votent à gauche verront contenter leur désir de justice sociale, mais devront composer avec les évolutions sociétales. Les chrétiens doivent donc picorer ici ou là des morceaux de programme et se débrouiller avec leur conscience. Ils doivent accepter un projet global dont l'essentiel leur convient et faire des compromis sur certains points, ce qui peut s'avérer délicat. Autre enseignement de ce sondage, 58% des catholiques pratiquants se disent proches d'un parti de droite, 29% se disent de gauche. Je ferai juste remarquer que les évêques excluent toute identification à un parti politique, même s'ils s'affichent ouvertement démocrates chrétiens, comme celui de Christine Boutin. Ils reconnaissent ainsi le pluralisme des options politiques des chrétiens, cher à Gabriel Matagrin. En 1972, l'évêque de Grenoble, Gabriel Matagrin, présentait un rapport sur la politique, l'Église et la foi à l'Assemblée annuelle des évêques français. Ce texte majeur justifie le pluralisme des chrétiens engagés dans la cité. Il reconnaît que les chrétiens peuvent s'affronter dans l'agora, que leurs clivages peuvent être durs et les débats houleux, mais ils ne renoncent pas à l'unité en continuant à communier ensemble. Merci Olivia, et alors rendez-vous le mois prochain. Frédéric Dabi, donc ce sondage qui donc répondait à la question qu'attendent les catholiques de l'élection présidentielle, au fond, il y a manifestement deux enseignements. Le principal, c'est que les catholiques ne se distinguent pas véritablement du reste de la population sur un grand nombre d'items, sauf sur trois globalement qui sont l'école, la famille et l'Europe. Voilà, vous en fait l'avez dit, avec la Fondation de services politiques, on a fait cette enquête. Alors, je le dis, une enquête est toujours rapidement périssable. Cette enquête a été faite en mai-juin, avant toute une série de faits d'actualité qui ont pu un petit peu influencer différentes perceptions. Mais nous avons en fait interrogé un échantillon grand public et un échantillon de catholiques se disant pratiquants. Et c'est vrai que, pour le dire de manière peut-être un peu triviale, ces catholiques pratiquants sont des Français comme les autres. C'est-à-dire qu'ils vont se surdéterminer dans la perspective du scrutin présidentiel sur des enjeux économiques et sociaux. Dans un contexte de crise, donc l'emploi, le pouvoir d'achat, la politique sociale sont vraiment des thèmes qui sont au cœur de l'ensemble des Français et de ces catholiques pratiquants. Ils citent un peu plus que la moyenne de l'ensemble des Français la sécurité, tout simplement parce que la population majeure de ces catholiques qui se disent pratiquants, pour le dire de manière un peu vite, c'est une femme âgée de plus de 65 ans. Dans ce cadre-là, la sécurité, c'est un enjeu qui compte. Et puis, c'est vrai que ce sont ces catholiques pratiquants, c'est vrai qu'on peut dire qu'ils sont dans le siècle, ils sont dans la société, et plus que l'ensemble des Français, même beaucoup plus, ils citent systématiquement beaucoup plus d'enjeux, de manière quantitative, et beaucoup plus d'enjeux sociétaux. Alors les enjeux sociétaux, justement, qu'est-ce qu'on peut en dire ? D'abord, beaucoup plus que l'ensemble des Français, il y a quand même un écart de 20 points, alors qu'on pose la même question qui est, est-ce que cet enjeu va avoir un rôle déterminant, un rôle notable, ou n'aura pas de rôle dans le cadre de la prochaine élection présidentielle ? C'est une enquête prospective, fait quand même quelques mois avant l'élection, avant la désignation de François Hollande, avant la connaissance de l'offre politique, mais ça donne en fait un petit peu la toile de fond. Il cite beaucoup plus que la moyenne des Français la liberté de choisir son école, la politique familiale. C'est pas vraiment remise en cause actuellement. Oui, mais c'est quand même quelque chose de quotidien. C'est un socle. Et c'est un thème, je dirais aussi, auquel les Français sont très très sensibles, mais qu'ils croisent avec le sentiment d'inégalité. Ce sont les plus aisés qui peuvent choisir l'établissement de leurs enfants. Les catholiques pratiquants sont dans un autre contexte. On n'est pas du tout dans un contexte de guerre scolaire, vous l'avez dit, mais ça reste très très fort. Il cite aussi très très fortement, et Olivia El-Kaïm l'a dit, la politique familiale. On fait quand même l'enquête avant les projets de plus ou moins fiscaliser les allocations familiales. Donc ça, c'est un thème qui peut avoir un vrai impact. Et puis, il cite davantage que la moyenne des Français, de l'ordre de 14 points, la fin de vie, l'euthanasie. Et il cite aussi beaucoup plus de thèmes, comme l'aide aux pays du tiers-monde, comme la bioéthique. Alors, au-delà de ces thématiques sociétales, moi, ce qui m'a frappé dans cette enquête faite, je le répète, au mois de mai-juin, avant l'explosion de la crise de l'euro, les candidats ne se déclarent et avant les candidats ne se déclarent, c'est une très forte sensibilité européenne. On a parlé des démocrates chrétiens, c'est quand même les pères fondateurs de l'Europe telle qu'elle existe actuellement, pour le dire un petit peu vite. Et l'action de la France en Europe, alors que c'est fait au mois de mai-juin, avant tout ce qu'on a vu depuis la rentrée de septembre, est un thème majeur dans l'électorat catholique pratiquant.
Père Mathieu Rouget, deuxième source d'inspiration pour entamer notre débat, le texte des évêques, un vote pour quelle société, avec en exergue toujours cet engagement adressé à tous les chrétiens à faire de la politique, à être présent sur le champ politique. Alors est-ce que cet appel est entendu aujourd'hui et est-ce qu'il n'est pas encore plus problématique dans le contexte politique que nous connaissons ? Alors, je pense que le texte des évêques n'est pas d'abord un engagement à faire de la politique, il est une invitation à se déterminer sérieusement, en conscience, en s'informant, en réfléchissant vraiment pour les enjeux importants qui s'annoncent pour notre pays cette année. Et il me semble que parmi les chrétiens, alors l'expression « les catholiques » qui a été employée plusieurs fois est évidemment réductrice. Les catholiques, ils sont divers, il faut s'en réjouir, mais en particulier les catholiques, comme vous l'avez fait cette distinction, qui se déclarent pratiquants, sont aussi parmi la grande masse de nos concitoyens aux références catholiques, ceux qui ont plus de détermination spirituelle, ce qui est l'essentiel, mais aussi parfois à chercher des choix politiques en conformité avec leurs convictions profondes. Moi, ce que je sens chez beaucoup de chrétiens aujourd'hui, avant même les sujets que nous allons sans doute aborder et que les évêques abordent dans leurs documents, c'est l'attente de la part des candidats à la présidentielle, mais aussi les législatives. Il ne faut pas oublier ce scrutin qui concernera nos deux responsables politiques de ce soir. L'attente de cohérence. Cohérence entre la vie personnelle et la vie publique. Je crois que les événements que nous n'avons pas mentionnés, qui ont débuté en mai, ont un petit peu fait sauter ce dogme, si j'ose dire, de la séparation entre vie personnelle et vie publique. Des personnalités à qui on peut faire confiance aussi dans leur vie personnelle, sans entrer dans une vision intrusive comme dans certains d'autres pays. Mais voilà, cohérence entre les paroles et les actes, évidemment, et nous savons bien que c'est difficile, la cohérence est toujours une difficulté. Et aussi, ce point me semble très important, cohérence entre les convictions et la responsabilité. Là, je crois que c'est aussi un dogme, si j'ose dire, qui saute. C'est la lecture simpliste de Max Weber qui, au nom de la distinction entre éthique de conviction et éthique de responsabilité, privatise absolument les convictions et autorise, au nom d'une prétendue éthique de responsabilité, tous les pragmatismes, y compris les plus cyniques. Une attente de cohérence. Et puis, je crois aussi que les chrétiens, qui essaient de prendre au sérieux les exigences de vie de leur foi, attendent des politiques une ambition. Pas un catalogue de propositions déterminées en fonction des attentes médiatiques, mais un peu une vision de l'homme, de la société. La série des points évoqués par les évêques est introduite par un bref chapeau où il est dit que nous, comme chrétiens, de la contemplation du Christ, nous recueillons une vision cohérente de la personne humaine. Et c'est cela qui nous guide. Donc il ne s'agit pas d'avoir des marottes, il ne s'agit pas de multiplier les slogans, il ne s'agit pas de chercher des mesures gadgets, et je ne taxe pas évidemment mes voisines de faire cela, mais de chercher une vision. Et la troisième chose que je dirais, cohérence, ambition et modestie. Moi, je crois qu'une difficulté dans notre pays, c'est qu'on attend beaucoup trop des politiques. Et c'est pour ça qu'on les critique beaucoup, c'est qu'on en attend trop. Vous savez, la France est un pays bizarre, nous sommes à la fois révolutionnaires et monarchistes, et nous attendons non seulement du président de la République, mais aussi des parlementaires, qu'ils soient tous des rois thaumaturges. Et en fait, comme chrétiens, nous savons qu'un homme, une femme politique, a une responsabilité, une belle responsabilité, qui est de promouvoir la justice et la paix pour que la société puisse se déployer, pour que chacun puisse déployer les capacités de sa liberté, mais pas davantage, ni plus ni moins. Et ça me semble très important. Et de ce point de vue-là, je terminerai par là, je crois que les chrétiens seront de plus en plus sceptiques à l'égard d'un discours qui prétendrait changer le monde, changer la vie. Changer le monde, changer la vie, ce n'est pas la politique qui peut le faire. La politique, elle peut améliorer les situations pour que chacun s'y retrouve. Et je pense que c'est important, dans le regard des chrétiens, de combiner et l'ambition et la modestie. Annick Le Petit, qu'est-ce que vous retenez de ces trois thèmes, cohérence, ambition, modestie, en référence à ce texte ? J'ai envie de dire que je ne pense pas que seuls les chrétiens souhaitent cela. Au contraire, je pense que ces trois mots nous rassemblent. Et je l'entends, moi, alors évidemment, quand je parle ou je rencontre mes concitoyens, par exemple sur ma circonscription, dans ma permanence, je ne leur demande pas leur pratique religieuse. Mais en revanche, j'entends
leurs exigences, qui sont bien sûr d'abord des exigences de leur vie quotidienne, particulièrement les problèmes de logement, d'emploi, etc., ce que nous entendons tous, j'imagine, mais aussi derrière ce qu'ils attendent de la politique ou du politique. Alors, malheureusement, de moins en moins de choses. Ils sont désabusés. Oui, une forme de perte de crédibilité. Des politiques et de la politique, je crois que ça va ensemble, et je pense que chacun d'entre nous, celles et ceux qui ont choisi de s'engager en politique, nous devons être extrêmement attentifs à cela, parce que cette perte de repères, cette perte j'ai presque envie de dire, de croyance en la politique, elle est de plus en plus forte, et on sait qu'elle pousse alors soit vers l'abstention, soit vers les extrêmes. Et quand on est des démocrates, des progressistes, eh bien, nous devons relever le défi, et ça demande des discours, de la pédagogie et effectivement de la cohérence entre les discours et les actes. Une certaine modestie qui n'est pas évidente dans une société dans laquelle nous vivons, que je trouve un peu narcissique, médiatique, et qui a tendance à faire finalement des responsables politiques des personnes qui se montrent beaucoup, et de plus en plus. Vous parliez de vie privée, vie publique, tout ça, et demande à ce que, encore une fois, nous y soyons attentifs, mais que chacun d'entre nous, et collectivement dans nos formations politiques, avec les mandats que nous avons, eh bien, nous, tous les jours, nous savons, pour moi, la politique, c'est pas un métier, c'est un engagement, c'est pas de 8h du matin à 6h du soir, c'est tous les jours et tous les soirs. Parce que c'est encore une fois un engagement extrêmement fort, qui n'est pas un sacrifice, qui n'est pas sous forme du travail que fait les assistantes sociales, parce qu'on est confronté, c'est vrai, à énormément de problèmes individuels, énormément de problèmes collectifs, mais encore une fois, nous sommes engagés dans des politiques qu'il faut de temps en temps remettre en cause. Et c'est pour ça que je crois que de prendre un peu de distance avec cette demande tous les jours de réaction sur tous les sujets, etc., c'est une forme de modestie qu'il faut que nous ayons. Alors on va demander à Catherine Vautrin ses réactions également sur ce qui pourrait être la vision chrétienne de la vie politique et de l'engagement politique. Comment vous réagissez à ces thèmes ? Beaucoup de choses par rapport à ce qui a déjà été dit. D'abord, je voudrais revenir sur cette attente de cohérence en disant que je crois qu'effectivement, il y a une attente de cohérence et il y a une attente de vérité. Et je crois que nous le voyons très bien d'ailleurs avec ce qui se passe autour de nous. Si vous regardez sur l'année 2010, autour de nous en Europe, 7 gouvernements ont changé de majorité. Et l'une des raisons qui est la plus souvent mise en avant, c'est finalement le fait de dire que les gens reprochaient de ne pas avoir entendu la vérité et qu'ils avaient besoin de cette vérité pour comprendre le phénomène et pour apporter des solutions. Et derrière, certains des choix qui ont été faits sont très clairs vers des gens qui sont beaucoup plus des techniciens que des politiques. Et je crois que cette leçon qui se passe dans d'autres pays d'Europe, il faut que nous la regardions avec beaucoup d'intérêt, qui est de dire qu'aujourd'hui, il y a vraiment un besoin de cohérence et de confiance, parce qu'il y a une attente d'ambition, mais il y a une attente de vision. C'est-à-dire que chacun comprend qu'il y a une crise qui est très difficile, je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, et la question qui se pose derrière, c'est qui a une vision pour apporter des réponses qui, à ce moment-là, se déclinent sur dans quelle société voulons-nous vivre, mais qui se déclinent aussi sur quelles réponses concrètes peut-on avoir, parce que là, on revient à cette notion extrêmement difficile qui est celle de l'immédiateté, parce que nous sommes dans une société dans laquelle tout va très vite. Et l'un des défauts, surtout je ne voudrais pas être désagréable vis-à-vis des organisateurs du débat en commençant par tacler la presse, mais en général, un problème, une loi. Et nous qui sommes élus, nous savons très bien combien l'idée d'un problème, une loi, est extrêmement difficile, ne serait-ce que parce que le temps de la loi n'est pas le temps de la résolution du problème. Et Catherine Vautrin, comment est-ce que la parole des évêques fait écho dans le monde politique ? Comment vous avez accueilli les unes et les autres
l'une et l'autre ce texte et cette prise de parole? Est-ce qu'il y a une légitimité dans une France laïque et républicaine pour une parole des religions et spécifiquement celle des évêques de France? Moi, je pense qu'il y a tout à fait une place pour la parole des évêques. D'ailleurs, je pense que la France a une tradition, et ça a été rappelé au Puy-en-Velay dans un magnifique discours il n'y a pas très longtemps. Et moi, je n'ai aucun problème sur le fait qu'il y ait une parole des évêques de France. Et j'ai d'autant moins de problème avec cette parole que je regardais la première page et le chapeau, en fait. Et quand je vois et quand je lis les crises que traversent les sociétés humaines peuvent être des occasions de renouveau et des expériences qui réorientent l'avenir, nous sommes au cœur du débat de la société française aujourd'hui. Et quelque part, les échéances que nous allons avoir, et particulièrement celles des présidentielles, ça n'est rien d'autre qu'un rendez-vous entre des candidats et le peuple. Et la force de la démocratie, c'est qu'à ce moment-là, il y aura un choix qui sera fait par rapport à une vision de la société. Et que l'Église de France puisse avoir une vision de cette société me paraît tout à fait logique dans un respect de laïcité. Alors si on rentre un peu plus dans les thèmes véritablement, le thème de l'Europe pose celui des cultures, de nos cultures. On a vu que quand on a essayé de définir les origines chrétiennes de l'Europe, on était loin de faire un consensus. Et je voudrais croiser ce thème de l'Europe et de la culture en Europe avec ce que les évêques disent des questions d'intégration. Ce texte parle d'instabilité de Français de souche face aux flux migratoires, parle aussi du sentiment de non-accueil de migrants qui pourtant obtiennent la nationalité française et qui se sentent mal accueillis et sans retour. Bon, là, on a vraiment un sujet qui pousse le citoyen, je dirais, dans son retranchement, qui est celui de savoir si l'intégration en France se fait et comment. Est-ce que la mixité sociale, Annick Le Petit, c'est un de vos sujets favoris, est aujourd'hui une utopie ou peut devenir une réalité? Voilà. Est-ce que l'une et l'autre, sur ces sujets-là, vous voulez nous dire des paroles qui désignent une espérance? Oui, peut-être juste un mot. Je voulais rebondir sur ce que disait Catherine Vautrin par rapport à la presse et les lois. C'est quand même pas la presse qui fait les lois. Et moi, je déplore qu'effectivement, à chaque fait divers, nous ayons une loi. Ça, c'est un vrai problème de fond politique et on y reviendra. Il faut aussi que nous soyons en capacité de résister à cela, d'autant qu'on s'aperçoit que les lois les plus répressives et de plus en plus répressives, on doit en être à la 6e ou à la 7e concernant la récidive, ne changent pas la question sur le fond. Donc il faut aussi, là c'est notre rôle de parlementaire de ne pas être sans arrêt dans la loi. Notre rôle de parlementaire, c'est aussi de temps en temps pouvoir balayer les lois, voir comment elles s'appliquent et dès lors qu'elles ne s'appliquent pas, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, sur l'expression de l'Église et des évêques, bien évidemment, d'ailleurs, l'Église n'a pas attendu aujourd'hui pour s'exprimer, donc elle continue à le faire, et je ne vois pas d'ailleurs qui pourrait l'en empêcher. Le principal, c'est que cette expression se fasse dans un cadre démocratique, dans le cadre de la République dans lequel nous sommes, et donc après tous les sujets sont bien évidemment au contraire à débattre. Moi, je suis pour qu'il y ait de la réflexion, de l'analyse. Je parlais de recul tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est sans doute trop dans l'immédiateté. Et si l'Église, comme d'autres, peuvent contribuer à cela, au contraire, moi j'en suis profondément ravie. En même temps, il faut se donner ces temps, ces espaces. Et après tout, je pense que les élections, c'est vrai qu'il y en a beaucoup dans notre pays, trop souvent peut-être, mais en tout cas, l'élection présidentielle, les élections législatives doivent être ce temps de débat. Et donc, j'ai le sentiment que quelquefois on entend des contradictions, on explique que nos concitoyens, je le disais d'ailleurs tout à l'heure, s'éloignaient de la politique, ou en tout cas on en avait ce sentiment. Finalement, on s'aperçoit aussi qu'il y a une attirance. On l'a vu récemment avec le Parti socialiste concernant les primaires. D'ailleurs, nous avons été les premiers surpris. On ne pensait pas qu'il y aurait un tel intérêt, ce qui prouve qu'il y a de l'intérêt pour la politique, mais il y a également beaucoup de déceptions. Et donc, il faut qu'on soit en capacité de comprendre cela. Donc, bien évidemment, je crois que le discours est important. Voilà qui est dit. Concernant l'intégration, oui. À propos du discours, là, il y a beaucoup de progrès à faire, car j'entends, moi, des discours sur lesquels je ne suis absolument pas d'accord. Je n'aime pas les discours qui clivent, je n'aime pas les discours qui mettent les uns d'un côté, les autres de l'autre. Il y a des discours d'ailleurs qui divisent les Français. Encore récemment, on l'a entendu à propos
du jour de carence et de la fraude sociale. Mais il y a aussi des discours qui stigmatisent, et on l'a entendu avec le discours du président de la République, le fameux discours de Grenoble, où il a stigmatisé une population, les Roms en particulier. Et je sais que l'Église, d'ailleurs, n'a pas apprécié ce discours particulièrement. Catherine Vautrin. Oui, alors il y a effectivement des sujets qui peuvent être des sujets qui clivent et qui peuvent blesser. Il y a aussi un moment, une réflexion que nous devons avoir les uns et les autres sur les conditions dans lesquelles nous assumons nos responsabilités. Et si nous prenons deux cas extrêmement pratiques et concrets qui concernent l'Europe, nous pouvons regarder le premier, qui est le plus léger des deux, c'est le plan d'aide alimentaire européen. Voilà un exemple concret sur lequel nous sommes actuellement aux prises avec une Europe bureaucratique administrative telle qu'elle peut être quelque part critiquée, mais quelque part vraiment elle peut interpeller. Programme d'aide alimentaire qui à l'origine avait pour objectif d'utiliser des surplus, qui s'est transformé dans un programme qui est aujourd'hui un programme financier. Et l'Europe dit, comme c'est un programme financier et social, c'est plus de la compétence de l'Europe, donc il faut revenir à des compétences nationales, puisque le social n'est pas une compétence européenne. On peut se dire, là, on loupe le rendez-vous de l'Europe, et comment sommes-nous capables d'apporter une réponse concrète? Ça fait quand même juste 6 mois que ça dure, que la France, sur ce sujet-là, essaie de revenir sur ce dossier. On parle quand même de 500 millions d'euros, c'est pas tout à fait rien, et c'est globalement 75 millions d'euros pour la France au moment où on commence les campagnes d'aide alimentaire. Voilà un premier exemple où là on voit bien la limite de l'action politique de l'Europe. Le deuxième sujet, encore plus lourd, c'est celui du droit d'asile. Il faut juste qu'on se pose la question et qu'on regarde franchement comment ça se passe. Le deuxième pays dans le monde pour les demandes d'asile est la France, après les États-Unis. On sait tous aujourd'hui que accueillir, c'est bien. La question qui se pose, c'est comment accueillons-nous et dans quelles conditions sommes-nous capables d'accueillir? C'est cette fameuse citation de Michel Rocard qui a deux parties. Je n'oublierai pas la deuxième partie. Merci. La première partie qui on ne peut pas accueillir toute la misère du monde, mais chacun doit y contribuer. En France, on est à 50% d'augmentation depuis 3 ans des demandes d'asile. Et globalement, ça représente 500 millions d'euros. Donc, on ne peut pas dire qu'à ce stade, la France n'apporte pas sa pierre à l'édifice. La question qui se pose là en matière européenne, c'est quelle gouvernance sommes-nous capables d'avoir en Europe pour gérer un problème, et si je reviens sur le problème des Roms, pour gérer un problème qui ne peut pas être absorbé par la France toute seule, mais qui est un problème qui doit être regardé globalement. Et ça nous ramène sur comment sommes-nous capables d'avoir plus d'Europe et quelle gouvernance. On le voit bien, je ne veux pas tout de suite dévier sur les sujets économiques, mais on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une énorme séparation entre l'Europe des 17, c'est-à-dire la zone euro, et l'Europe des 27 de l'autre. Ça, c'est un premier sujet. De la même manière, nous voyons bien qu'aujourd'hui, la limite de l'Europe, c'est sa gouvernance et ce sont ses difficultés. Et je pense que ce sont des sujets sur lesquels il faut travailler pour apporter plus d'Europe, parce qu'aujourd'hui, nous voyons bien que nous ne répondons pas à toutes les questions qui sont posées. L'intégration, c'est une vraie question pour les chrétiens, Père Mathieu Roger. Oui, bien sûr. Je me permets de revenir un instant, moi aussi, sur l'Europe, ce qui a été dit, parce que je trouve intéressant le paragraphe des évêques sur ce point, où il y a à la fois l'éloge de l'Europe et de l'importance pour nous tous de ne pas nous replier, et que cet espace européen, c'est l'espace de notre vie d'aujourd'hui à bien des égards. Et en même temps, il y a une expression un peu critique sur une forme de dérive bureaucratique qui éloigne l'Europe des concitoyens et qui contribue à les conduire au repli. Alors, maintenant, sur la question de l'intégration, ce que je trouve important, pour faire écho à ce que je disais en commençant sur le risque du catalogue, c'est que si les évêques énoncent 13 points, ce n'est pas un empilement de sujets disparates. Et au fond, il y a un peu un élément de cohérence générale qui est ce qu'on appelle dans l'Église l'option préférentielle pour les pauvres. C'est-à-dire que la santé d'une société se mesure à la manière dont elle traite les plus fragiles. Je suis très content que Mme Vautrin ait évoqué cette question de la banque alimentaire qui soucie énormément le monde associatif chrétien, notamment, pas seulement depuis quelques mois. Mais vous voyez, c'est toute une gamme de sujets. C'est aussi bien l'enfant en train de se préparer à naître, que la personne en fin de vie, que le migrant en situation précaire, que le jeune qui ne trouve pas les moyens de formation. Et donc, c'est cette perspective où la santé d'une société se mesure à la manière dont elle traite les plus pauvres. Et de ce point de vue-là, ça nous remet aussi sur le sujet de l'Europe.
j'étais très intéressé que dans votre enquête de l'IFOP, il soit mentionné que les chrétiens sont particulièrement sensibles à la question du dialogue Nord-Sud et de l'aide aux pays en voie de développement. Pour moi, c'est une cause de tristesse et de scandale de constater que la question de l'aide aux pays en voie de développement est sortie du débat public national. C'est pas un sujet de crise, c'est-à-dire oui, que... mais c'est un sujet déterminant. C'est le sujet de crise par excellence. Les questions migratoires, beaucoup de questions sont liées à ça. Alors pour une part, les sujets d'aide sont européens, justement. Ça pose la question de l'information des citoyens et de la manière dont les États se sentent partie prenante d'une politique européenne. Mais c'est une question déterminante. C'est peut-être une des questions les plus essentielles. Mais on peut distribuer l'argent qu'on a si on est endetté et qu'on a du mal à rembourser. Non, c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. Parce que c'est pas une affaire de distribution d'argent. C'est une affaire de gouvernance mondiale. C'est un immense sujet. Et on ne peut pas construire la vie d'un pays sans se soucier du monde. C'est la question de la mondialisation, avec le thème de la démondialisation. Comment se situer, nous, notre pays, dans ce contexte-là. Et vraiment, moi, j'en appelle à nos deux parlementaires ce soir. Il y a dans les années 70-80, c'était un thème de campagne. Et aujourd'hui, c'est un thème qui est absent. Et je suis heureux qu'il y ait ce réflexe chez les chrétiens de mettre la personne pauvre, encore une fois, à tous les stades de sa vie, et c'est extrêmement important, mais aussi le monde où vivent les plus pauvres. Et je crois que c'est un enjeu majeur, et ce serait une illusion de ne pas la prendre comme un élément critique pour le temps dans lequel nous sommes. Alors quand même, je nuancerais. C'est vrai que vous avez raison de le dire, les chrétiens, les catholiques pratiquants, qui se disent pratiquants dans cette enquête, citent 2 fois plus, même plus de 2 fois plus que l'ensemble des Français, l'aide aux pays du Sud. Ça reste quand même chez eux, un thème jugé moins déterminant que l'emploi, le pouvoir d'achat et même les thèmes sociétaux dont on a parlé ensemble. Ce que vous dites sur l'Europe est aussi tout à fait juste. C'est vrai que dans l'opinion publique au global, je dirais que opère une sorte de mutation sur la perception et la vision de l'Union européenne. Certes, le clivage France du oui, France du non reste. Certes, il y a toujours une critique assez sévère du fonctionnement des institutions européennes, mais quand même, avec la crise, tout se passe comme si beaucoup de Français, y compris des Français qui ont voté non le 29 mai 2005, prennent conscience que c'est avec l'Europe que l'on va s'en sortir. Et tout cela s'inscrit aussi dans un contexte extrêmement sévère vis-à-vis de la mondialisation. Il y a vraiment l'idée que la France a perdu dans le contexte de mondialisation, mais cette mondialisation ne va pas pour autant vers un repli sur soi, mais va vers une ouverture sur l'Union européenne qui fait qu'on est même prêt à des abandons de souveraineté, et ça devrait être plutôt un thème dans la prochaine campagne présidentielle. Annick Le Petit, l'option préférentielle pour le pauvre. Je pense que l'Europe sera et est déjà un thème de campagne présidentielle, puisque personne n'en doute, le président de la République est déjà en campagne. Donc c'est un thème de la présidentielle, bien évidemment. Ce qui est en train de se jouer en ce moment, c'est un décalage entre les pays de la zone euro, ça a été dit tout à l'heure, et les autres, mais même au sein des pays de la zone euro, on le voit. Ce qui est très intéressant, et c'est nouveau, c'est que l'Allemagne, aujourd'hui, dont il y a encore une semaine, on en parlait comme l'Eldorado, vient de s'apercevoir que finalement, elle aussi, elle a un problème d'emprunt. Bon, ça vient de sortir, c'est curieux, hein, on n'en parlait pas il y a 10 jours, on en parle maintenant. Bon, quelquefois, c'est quand même intéressant de... L'Allemagne dont se rend compte de ça, et peut-être qu'elle va fléchir sa politique. Mais c'est vrai que nous aurions intérêt à avoir une Europe davantage solidaire entre pays. C'est quelque chose qu'on aurait dû faire il y a déjà 10 ans, accompagner justement l'euro pour qu'il y ait une coordination entre les pays. On parle aujourd'hui d'eurobonds, c'est-à-dire de pouvoir faire en sorte que la dette ou les dettes souveraines puissent être partagées entre les pays, et on pense davantage aux pays qui ont encore le fameux AAA et qui peuvent le faire. Jusqu'à présent, l'Allemagne a dit non. Peut-être qu'elle va finir par bouger un peu, mais c'est exactement ce qu'on aurait dû faire il y a 10 ans. Nous ne l'avons pas fait, il n'est jamais trop tard pour le faire, mais en tout cas, là, on est quand même un peu au bord du gouffre, et j'espère qu'il va y avoir ce sursaut extrêmement fort. Mais en même temps, pourquoi ça ne s'est pas fait ? Parce que
dans chaque pays, s'il y a un débat sur la souveraineté nationale. Alors. Et la souveraineté nationale, on le sait, il y a un certain nombre de candidats à la présidence de la République qui nous en parlent et la défendent, que ce soit d'ailleurs sur l'échiquier politique à gauche ou à droite, mais on ne peut pas, on ne peut pas non plus y échapper. Donc Alors, il faut Catherine vraiment poser Vautrin, ces et bases. puis j'aimerais qu'on parle de sujets sociétaux aussi, qu'on ne reste pas que sur l'économie et l'Europe. Je vous écoute. Il y a plusieurs éléments, moi je pense, qui sont très importants dans ce qui vient d'être dit, et notamment on parle beaucoup de l'Europe, mais je crois qu'il faut que nous replacions l'Europe sur son terrain de jeu, et son terrain de jeu c'est le monde. Et la vraie question qui s'est passée depuis 10 ans et qui nous interpelle tous, c'est que pèse l'Europe par rapport à l'ensemble du monde. Et on a par exemple toute l'émergence de la Chine, de l'Inde, qui sont des éléments tout à fait importants parce que sur un sujet qui est un sujet notamment de consommation, sont des pays aujourd'hui dont les attentes sont complètement différentes et ont considérablement évolué. Et finalement, on arrive dans une situation où on a d'un côté des pays qui ont évolué, qui ont des attentes complètement différentes, une Europe qui essaie de continuer à fonctionner à grands coups d'aide publique, c'est globalement ce que nous vivons actuellement parce que la production s'est décalée vers ces différents pays, ce qui aujourd'hui interpelle beaucoup parce que le défi du 21e siècle, quand on revient sur l'interpellation concernant les plus pauvres, je ne voudrais pas l'approcher que d'une façon totalement matérielle, mais la vraie question et le vrai défi, ça sera quand même celui de l'alimentation. 9 milliards d'habitants sur la planète en 2050, la question c'est quand même comment est-ce que demain le monde est capable de nourrir 9 milliards d'habitants. Et là-dessus, il y a un vrai sujet de mobilisation, d'organisation, et on aborde tous les sujets internationaux, de matières premières, d'organisation, qui sont très lourds. Alors, un mot pour Mathieu Rouget. Non, mais j'étais un peu étonné, et Mme Vautrin, in fine, m'a rassuré sur le fait que mon interpellation sur les relations Nord-Sud était totalement passée à l'as. On est reparti dans des clivages politiciens, dans l'Europe ceci, l'Europe cela, Mme Merkel ceci, et puis moi, je vais on vous oublie répondre, complètement. puisque vous- Et alors donc, in fine, j'ai été un petit peu rassuré. Voilà. Simplement, je ne veux pas être désagréable, mais vous parliez des années 70-80. Ben voilà, on n'y est plus dans les années 70-80. Et je pense que ce n'est pas un hasard si vous avez mentionné les années 70-80, parce que c'est à partir des années 70-80, premier choc pétrolier, où les choses ont bougé. Donc, bien évidemment qu'il faut parler des relations Nord-Sud. Bien évidemment qu'il faut se pencher sur les pays en voie de développement. Mais les pays en voie de développement, ce ne sont plus les mêmes que ceux des années 70-80. Donc ça demande un regard certainement différent. On voit aujourd'hui des pays émergents, je pense à l'Inde par exemple, mais je pourrais en citer d'autres, qu'on ne considérait pas dans les années 70-80 de la même manière. Et donc, moi, par exemple, quand je vois, et tant mieux, que la Chine produit beaucoup, quand je vois beaucoup de responsables, particulièrement de l'UMP, c'est un petit clin d'œil gentil, qui vont voir tous les dirigeants chinois et qui veulent capter les marchés chinois, je dis oui. Ok, sauf qu'il faudrait peut-être aussi qu'on parle des droits de l'homme en Chine. C'est aussi le devoir de la France, et notamment des plus pauvres en Chine. On va parler des droits de l'homme en France, non, les sujets sociétaux. Non, les sujets sociétaux. Les sujets sociétaux. Non, parce que sincèrement, je crois qu'on ne peut pas terminer ce débat sans avoir évoqué la place que vont tenir certains sujets sociétaux qui sont véritablement des débats cruciaux, très sensibles actuellement. J'en choisis deux, l'euthanasie et le mariage homosexuel. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire l'une et l'autre si, à votre avis, ces sujets vont tenir une place et si c'est légitime et si on va vers des législations à l'avenir sur ces sujets-là? Catherine Vautrin. Moi, je veux bien commencer pour dire que, si je parle du mariage homosexuel, pour dire que le moins qu'on en puisse dire, c'est que le parti dans lequel je suis engagée, à savoir l'UMP, n'est absolument pas à ce jour prêt sur ce dossier. Il y a quelques membres de l'UMP qui envisagent de parler du sujet, mais aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Moi, je fais partie, et je l'assume, et je le dis, des gens qui sont contre le mariage homosexuel. J'ai eu récemment un débat dans ma circonscription avec les responsables des associations sur le sujet. Je considère, en ce qui me concerne, que le PACS ne répond probablement pas à la question. D'ailleurs, on le voit, puisque si on regarde depuis 12 ans de PACS, 96% des PACS signés concernent des hétéros. Donc, il y a incontestablement une difficulté. Pour autant, pour moi, le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme avec derrière une volonté qui est une volonté de construire une famille, d'élever des enfants. Je ne dénie absolument pas à un couple d'avoir la vie qui l'intéresse, mais pour moi, ça ne peut pas être le mariage. Et si les homosexuels
ont besoin, ce que je peux entendre, de droits particuliers, eh bien, à ce moment-là, il faut travailler à une autre chose, mais ça ne peut pas, en ce qui me concerne, s'appeler le mariage. Annick Le Petit. Je pense que la revendication du mariage, parce qu'après tout, on n'est pas forcément, pas trouvé forcément tous que le mariage est quelque chose de fabuleux. Donc, on est sur autre chose. Je pense que c'est une revendication, une demande d'avoir un regard et d'être considéré, finalement, pour les homosexuels, comme n'importe quel homme ou n'importe quelle femme. En tout cas, moi, c'est ce que j'entends. Et d'autre part, vous parliez du Pacs en disant que finalement, le Pacs, c'est plutôt entre des personnes hétérosexuelles qu'homosexuelles. C'est amusant parce que moi, je n'étais pas députée à l'époque, vous non plus, mais j'ai suivi bien évidemment ces questions et je me souviens des débats épiques au sein de l'hémicycle et de l'Assemblée nationale où, justement, une grande partie de la droite craignait derrière le Pacs que ce soit finalement un mariage homosexuel. Donc c'est assez intéressant de voir que finalement, quand on prolue, non, c'est pas une question d'évolution, c'est que ça montre quand on ouvre la liberté, finalement, au bout du compte, les premiers ou sans doute certaines associations qui les réclamaient, ben voilà, c'est ouvert, c'est possible. Alors, je n'ai pas les statistiques pour savoir, mais ça a l'air d'être un pourcentage extrêmement fort. En même temps, c'est aussi la possibilité d'une union reconnue par la République entre deux personnes du même sexe. Après, la question du mariage, je pense, elle va avec. Et donc, nous avons fait une proposition de loi sur cette question. Je sais que à gauche, ça fait à peu près l'unanimité, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes, enfin, en tout cas beaucoup, un certain nombre d'élus, la minorité de l'UMP, qui est tout à fait favorable, avec des personnes d'ailleurs assez différentes. Et j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'en discuter avec certaines d'entre elles, qui, à contrario de vous, ont évolué à travers les discussions qu'elles ont pu avoir dans leur circonscription ou dans leur commune, sentant que finalement la stigmatisation des homosexuels était encore là et qu'elle entraînait d'ailleurs quelquefois de la violence. Il y a des rapports chaque année qui sortent sur cette question. Et donc c'est plus voilà, une liberté supplémentaire, je crois que c'est comme ça qu'il faut le voir, plutôt qu'une attaque au mariage traditionnel, car on le voit, le mariage a beaucoup évolué depuis qu'il existe, le divorce aussi d'ailleurs, il y en a de plus en plus de divorces, mais il y a aussi beaucoup de gens qui continuent à se marier. Donc je crois qu'il faut, c'est comme l'évolution de la famille, c'est, voilà, on n'est plus dans les années... On écoute le père Mathieu Roger et Catherine Vautrin ensuite. Oui, cette question du mariage est une question essentielle pour les chrétiens, c'est une question vraiment fondamentale, et... je crois qu'il y a un point intéressant dans ce que vient de dire Mme Le Petit, c'est au fond une confusion sur ce que serait le mariage. Vous parlez d'un besoin de reconnaissance, d'un besoin de respect. Et ça, je crois que c'est très important pour nous chrétiens d'accorder à chacun un respect sans réserve. Mais je crois que le mariage, ce n'est pas la reconnaissance d'un amour, ce n'est pas le respect, ce n'est pas la reconnaissance des personnes. Là, c'est une sorte de travers français où il faudrait que l'autorité publique, de manière quasi spirituelle, reconnaisse toute chose. Le mariage, c'est une institution particulière qui inscrit la filiation dans une réalité juridique stable. Et donc je pense qu'il y a un malentendu sur ce sujet qui vient souvent d'une réflexion insuffisante sur la nature juridique et sociale du mariage. Catherine Vautrin. Oui, moi je voulais revenir là-dessus pour dire que très concrètement, je ne pense pas qu'il y a une stigmatisation et qu'on cherche à stigmatiser. Qu'il y ait un besoin de reconnaître des droits aux homosexuels, moi je suis tout à fait prête à le regarder et à ce qu'on travaille sur ce sujet. Puisque quand je citais cet exemple du Pacs, c'était bien pour dire que quelque part à l'origine, j'ai comme vous regardé quand même un certain nombre de débats sur le sujet, le Pacs à l'origine c'était bien pour combler un vide et un besoin de reconnaissance et de donner, de garantir un certain nombre de droits. Aujourd'hui,
j'imagine... Pour les homosexuels comme pour les Oui, hétérosexuels. non, mais évidemment, mais il y avait quand même, qu'on le veuille ou non, il y avait quand même à l'époque, de la part de ceux qui vous ont précédé, une volonté qui était quand même d'apporter une solution, notamment pour ceux qui n'en avaient pas. Il semble qu'aujourd'hui, cette réponse ne soit pas là. La preuve, c'est que 96% aujourd'hui des packs signés, ça le chiffre est public. C'est pour les... Alors, peut-être n'êtes-vous pas d'accord, mais si vous voulez bien, je finis juste mon raisonnement. Moi, je dis, aujourd'hui, on n'a pas répondu à cette attente. Elle mérite d'être travaillée. Et c'est pour ça que moi, je suis la première à dire, bien sûr, réfléchissons. Mais n'appelons pas ça le mariage, parce que pour moi, c'est pas la même chose. Le mariage correspond à une définition précise, dans un objectif qui est précis, qui n'est pas la même chose. Alors, Frédéric Dabi de l'IFOP souhaiterait... Oui, c'est un petit mot. Il faut toujours faire, je dirais, attention entre la médiatisation très forte d'un enjeu et sa résonance dans l'opinion publique. Ce thème du mariage homosexuel a été testé dans notre enquête. Il arrive en dernier Oui. dans le grand Tout à public fait, comme quoi. et parmi les catholiques pratiquants. Ce qui n'est pas le cas de l'euthanasie. Ce qui n'est pas le cas de l'euthanasie, mais il faut aussi voir que la campagne présidentielle, sans faire de prospective, va quand même être focalisée sur les questions économiques et sociales. Et je ferai un petit parallèle historique audacieux sur ce qui s'est passé en 1981. On a tendance à reconstruire la victoire de François Mitterrand sur, par exemple, des thématiques sociétales comme son combat pour l'abolition de la peine de mort. Ça a été absolument mineur par rapport aux questions économiques et sociales, parce qu'il y avait à cette époque en France une inflation à 2 chiffres, presque 1,5 million ou presque 2 millions de chômeurs. Donc il faut quand même voir que ces thématiques sociétales qui intéressent beaucoup les catholiques pratiquants vont être présentes dans la campagne présidentielle, mais compte tenu du contexte économique actuel extrêmement dégradé, il y a quand même les plus grandes chances qu'on soit focalisé sur des questions économiques et sociales. Annick Le Petit. 2 secondes, parce que ça a été dit des deux côtés, on parlait mariage-filiation. Comme si aujourd'hui, pour être dans la filiation, il fallait absolument se marier. Enfin, non. Là, c'est pareil. Nous connaissons tous des personnes, des couples qui ont des enfants et qui ne sont pas mariés. Donc, moi, je veux bien dire que l'objectif et le seul objectif du mariage, c'est uniquement la filiation. Je pense qu'il y a autre chose, et je connais en plus des personnes qui sont mariées ou qui se sont mariées et qui n'ont pas d'enfants. Alors, quelquefois parce qu'elles ne le peuvent pas, ou d'autres fois parce que ce n'est pas leur choix. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il faut évoluer comme évolue la société, les familles, je l'ai dit, j'insiste sur ce point, et regarder le mariage uniquement par le prisme de la filiation me semble extrêmement restrictif, et pour la filiation et pour le mariage. Père Mathieu Rouget, sur ces sujets sociétaux, certains épiscopats dans le monde prennent le choix de déclarer ce qu'on appelle des sujets non négociables, c'est-à-dire des thèmes sur lesquels, vis-à-vis des politiques, ils posent une condition qui est de dire si vous ne pensez pas ce que nous déclarons, eh bien, nous estimons que vous n'êtes pas digne de recevoir notre vote. Enfin, c'est peut-être comme ça que je l'interprète. L'épiscopat français n'est pas dans cette problématique. Est-ce qu'il est, ceci dit, dans une forme de hiérarchisation des thèmes ? Alors, chaque épiscopat s'exprime dans un contexte historique, social différent. Et la situation de la France n'est pas celle des États-Unis, ni celle de l'Allemagne, ni celle de pays d'Afrique ou d'Amérique du Sud. Cela dit, tous les sujets n'ont pas le même poids, n'ont pas le même enjeu réel aussi sur le plan anthropologique. Et je trouve intéressant que dans le texte des évêques, les sujets dits non négociables sont les 3 premiers. Ils arrivent en tête. Mais ce qui me semble très important, c'est de voir qu'ils sont d'autant plus pertinents qu'ils sont intégrés à une vision cohérente de la personne. Donc, je ne crois pas qu'il y ait de la timidité de la part des évêques de France, mais je pense qu'il y a un souci de montrer comment il n'y a pas des marottes catholiques, mais il y a des points premiers, au sens matériel et essentiel dans ce texte, qui prennent toute leur force quand ils sont situés dans un contexte anthropologique. Alors, vous avez, parmi les points premiers aussi, d'ailleurs, il n'est pas immédiatement dans les premiers, c'est la question de la fin de vie que vous aviez évoquée. Et je trouve que c'est important de le souligner aussi. Il fait partie de ces points essentiels. Et je me permets de l'y arrêter un instant parce que il fait vraiment écho à notre débat. Il y a eu un débat en France approfondi et à certains égards exemplaire il y a quelques années. À telle enseigne que le rapport qui a donné lieu à la loi actuelle, qui a fait école dans d'autres pays européens, en Espagne en particulier, contrairement à ce que beaucoup imaginaient, ce rapport a été voté à l'unanimité. Du Parti communiste jusqu'au plus ambitieux, on pourrait dire, sur le plan éthique, de notre point de vue. Et
il y a eu un vaste débat, la loi a été votée, depuis il y a eu 2 ou 3 autres propositions, il y a eu un débat, et ce qui me frappe, c'est, comme vous le disiez l'une et l'autre tout à l'heure, un problème, une loi, alors qu'il y a eu un débat immense, où les soignants, les familles de malades, les associations, tout le monde a été entendu, et on a le sentiment d'un point d'équilibre. Eh bien, il suffit d'une affaire surmédiatisée, et même quand c'était par exemple le cas, semble-t-il, de Bayonne, où les pays les plus permissifs seraient également critiques d'une situation, pour que tout le monde dise « Ah, il faut rouvrir le débat ». Comme si, pour reprendre exactement ce que vous disiez, madame, tout à l'heure, la loi votée après un large débat n'avait finalement presque pas de solidité. C'est très surprenant. Annick Le Petit, je n'ai qu'1 minute 30 à vous offrir pour dire s'il faut rouvrir le débat. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans cette loi, enfin si on parle de la même, la loi bioéthique... Fin de vie. Ah d'accord, excusez-moi, la loi 2006. Parce que sinon, enfin, moi j'englobais... non, c'est fin de vie, bioéthique. Fin de vie, d'accord. Parce que la loi bioéthique, le débat... il n'y a pas eu le même ce qui est inscrit, c'est tous les 5 ans. 7 ans, on revient... Là, on est dans l'unanimité sur les soins palliatifs. Le débat fin de vie... oui, je pense que c'est pas quelque chose qu'il faut fermer. Alors on n'est pas obligé d'avoir des débats polémiques tout le temps, mais encore une fois, j'ai entendu, j'ai vu les positions et j'ai lu d'ailleurs le texte en disant que les soins palliatifs ont fait un tel progrès que les fins de vie aujourd'hui sont, disons, moins dans la souffrance qu'elles ne pouvaient l'être auparavant. Moi, je suis au contraire très favorable pour les soins palliatifs. Je sais d'ailleurs que quels sont les gouvernements et quel type de gouvernements ont beaucoup boosté pour les soins palliatifs, parce que c'était pas un débat qui était gagné, la souffrance faisait aussi partie de la vie. Mais en tout cas, je sais aussi qu'il y a dans des conditions extrêmement précises, un certain nombre de personnes qui souhaitent aller plus vite avec la fin de vie parce qu'ils sont dans une telle souffrance qui n'est pas forcément possible de l'accompagner avec des soins palliatifs, et il faut les entendre. Alors bien sûr, que ce soit encadré par la loi, c'est extrêmement compliqué, mais je pense qu'il ne faut pas remettre forcément le couvercle sur la marmite. Annick Le Petit, merci, désolé, il faut qu'on termine. Oui, le débat se termine, l'heure est passée, je vous remercie. Il était ambitieux, on a ouvert beaucoup de tiroirs, mais nous reviendrons plusieurs fois dans l'année pour évoquer tous ces thèmes de la présidentielle. Bonsoir et à très bientôt, au revoir.